Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur le logiciel libre, les libertés informatiques et également de la musique libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Recrutement et diversité de genre dans l'informatique, ou pourquoi et comment recruter des femmes dans un milieu d'hommes. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en d'émission la chronique d'Antanac, dont on découvrira ensemble le sujet. Et en fin d'émission, la chronique de Laurent et Laurette Costi sur l'ANSSI et les pâtés Le Groin. L'ANSSI étant l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles. Nous sommes mardi 11 juin 2024. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Élise. Bonjour Élise. Bonjour à tous. Bonne émission. Merci. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Que libérer d'autre que du logiciel? C'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Quel va être le sujet de la chronique du jour? Alors, la chronique du jour, c'est parce que nous avons participé la semaine dernière, c'était le 6 juin, pardon, je dis n'importe quoi, pas le 6 juin, le 1er et le 2 juin, nous avons participé au festival organisé par le REFER. Le REFER, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Pas du tout. C'est un réseau qui rassemble, comme une fédération plutôt même qu'un réseau, mais il s'appelle réseau, qui rassemble toutes les ressourceries et recycleries d'Île-de-France, et donc tous les endroits sur lesquels on retrouve des objets dits de seconde main. D'accord. Nous, on venait là avec notre question des ordinateurs, mais il s'agissait aussi des vélos, des frigos, des vêtements, etc. Tout ce qu'on peut ressourcer, qu'on peut refaire vivre autrement. Et donc, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que, bon, par ailleurs, ça fait l'objet déjà d'une émission qui est en podcast sur la radio, là, qui s'appelle Réparer le présent, bricoler le futur. Déjà, je trouve que le titre est plutôt sympathique. Parce que réparer le présent, on en a bien besoin. On a vu encore dernièrement, derniers effets des choses, il va falloir réparer, là, tout ce qui a été cassé par d'aucuns. Et bricoler le futur, c'est-à-dire faire ce qu'on peut avec ce qu'on a là comme moyen. Et en bricolant, ça veut dire aussi utiliser ce qu'on a déjà. Et donc, c'était vraiment dans la question du réemploi, de la réutilisation. Et donc, Antanac a tenu un stand. On était 4, 5, 6 personnes d'Antanac chaque jour, le samedi puis le dimanche. Nous, on a fait une table ronde par ailleurs, dont je parlerai après, mais c'était assez intéressant. Et alors, pourquoi je voulais en parler là? Parce que j'étais très surprise de ce que on a dû voir le samedi une 50aine de personnes à peu près qui sont venues sur le stand, donc c'est plutôt pas mal. Et au plaisir, les 3/4 des gens, mais vraiment les 3/4 des gens, soit avaient déjà eu connaissance ou connaissaient le logiciel libre, connaissaient les questions liées à cette chose, à la liberté informatique, avaient quelque chose à en dire et venaient nous voir pour ça. Et ça, vraiment, c'était plaisant. C'est-à-dire que ça nous est pas arrivé depuis longtemps. Habituellement, quand on fait comme ça un stand quelque part, qu'on tient une petite table avec quelque chose, il faut qu'on explique tout le discours du pourquoi et qu'est-ce que c'est les principes et pourquoi c'est intéressant, etc. et pourquoi ça marche bien avec le reconditionnement et tout ça. Là, non, c'est des gens qui venaient puis qui en parlaient pour de vrai, qui connaissaient déjà. Ça, c'était cool. Puis une petite partie de ces personnes-là qui en plus nous connaissaient, nous, donc ça c'est bien, mais vraiment, c'était pas passé par nous, c'était passé par autre chose. Et j'ai trouvé que c'était un bon signe de l'audience peut-être nouvelle, à la fois des logiciels libres dans leur ensemble, dans le public, parce que c'était des personnes comme vous et moi, c'était pas des structures obligatoirement, des collectifs et tout. Et également à la capacité de faire le lien, moi qui suis très friande de tout ce qui peut être intéressant comme transversalité entre les différentes luttes. J'ai trouvé que c'était intéressant que des gens qui s'occupent donc du réemploi, qui ont donc une oreille attentive à ces choses-là, ils voient le libre comme un sujet également intéressant et lié à.
je me suis dit, ah ben voilà, ça c'est le bon signe de de cette fin d'année scolaire, quoi, avant l'été, avant les vacances, voilà. Et donc plutôt bien. Et dans le même temps, donc moi je participais à une table ronde dans laquelle l'idée était quel sens, on essayait de réfléchir ensemble à quel sens au pluriel a la pratique amateur de la réparation et du bricolage. Et là aussi c'était intéressant parce que du coup c'est chouette que le sujet du jour là de cette émission s'assoit sur la question genrée de l'informatique, parce que ça a été un des grands sujets qu'on a évoqué, parce que on a du mal définitivement, on a du mal à faire passer l'idée que des choses techniques, des choses de bricolage, des choses qui demandent un outillage, etc., sont accessibles à nous autres, les femmes. C'est vraiment vrai, incroyable. Et donc là, il y avait beaucoup de gens qui, dans les ressourceries, recycleries, disaient, ah oui, quand il s'agit de récupérer de la nourriture, de récupérer du tissu, de récupérer des bijoux, de récupérer tout ça, ça va bien. Et dès qu'il s'agit de choses un peu plus complexes, alors les vélos, on commence à voir un petit peu des gens, mais pas beaucoup. Les ordinateurs, on a un mal fou. Enfin, voilà, ça reste quelque chose de très, très compliqué. Et c'est quand même assez bizarre. Parce que moi, je ne crois pas que nos ancêtres aient à ce point eu des difficultés quand elles étaient là où elles étaient, dans leur lieu de vie, etc., ensemble, eu du mal à ce point-là à réparer les choses, puis à prendre en considération cette question. Donc voilà, on a beaucoup parlé de ça. On a parlé aussi du fait qu'il y avait des choses nouvelles, effectivement, dans la prise de conscience pour le reconditionnement et le réemploi, mais pas simplement, que c'était aussi quelque chose qui nous venait d'ailleurs, de nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères, qui avait pour beaucoup, c'est quand même quelque chose de très populaire en fait, la réutilisation des choses, le soin apporté aux objets, le fait que apporter du soin aux autres, ça pouvait passer aussi par apporter du soin à leurs objets et à leurs choses. Donc bon, c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Bon, évidemment l'environnement, prendre soin de l'environnement, mais ça c'est un sujet qui est tellement vaste que je vais pas rentrer là-dedans. Et puis oui, ce qui a été également pas mal mis en exergue, c'est la notion qui est importante en TANAC, c'est le droit d'usage, qui est une notion et un concept qui de plus en plus porte ses fruits et dans lequel on se dit on n'a pas besoin d'être propriétaire pour utiliser quelque chose. Il y avait avec nous une personne qui a ouvert, je ne sais plus comment elle s'appelle, zut, j'ai oublié son nom, on le retrouvera sur le site du Festival du Réfère, mais par contre elle tient la librairie qui est rue de Torcy dans le 18e, et elle a monté en sous-sol de cette librairie une bibliothèque dans laquelle elle fait circuler des livres, et donc voilà, pour là aussi pousser le fait que bah oui, tu peux lire un livre puis le passer, enfin voilà, tel que et en prendre soin, pas simplement dans les boîtes puis c'est pas grave, je le jette comme ça, mais vraiment une prise en considération des livres importants et récents, c'est-à-dire pas simplement le vieux bouquin, ah bah tiens, j'avais un vieux bouquin dans ma cave, je vais le mettre là dans cette boîte-là. Non, vraiment, un livre, un roman qui vient de sortir, un essai politique ou autre. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis donc, il y a le podcast de l'émission, là, sur la radio Cause Commune. Je l'ai mis dans la rubrique La place aux gens. C'est une rubrique que j'aime bien parce qu'elle est ouverte, justement, à tout le monde. Et elle s'appelle donc Réparer le présent, bricoler le futur. Voilà. Bah écoute, merci Isa. Alors, on mettra le lien directement aussi dans le site de l'émission, dans les références, sur libreavou.org/211, parce que c'est la 211e émission. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez aller directement sur causecommune.fm. Et donc, dans la partie La place aux gens, le podcast Réparer le présent et bricoler le futur. Vous pouvez ceci dit attendre 17h à la fin de cette émission pour l'écouter. Oui. Voilà, quand même. Bah oui. Alors, c'était donc la chronique Que libérer d'autres que du logiciel d'Antanac. Donc, Antanac, vous êtes nos voisines, au 18 rue Bernard Dimet, vu que le studio est au 22 rue Bernard Dimet, dans le 18e, et le site web d'Antanac, c'est antanac.com, Antanac avec un K et non pas un C. Merci Isa. Avec plaisir. Alors peut-être à la rentrée, parce que je crois que ça va être... on finit début juillet, donc je ne sais pas. Ah oui, sinon, pour il y a un deuxième... le 9 juillet. Le 9 juillet, tu feras ta dernière chronique le 9 juillet. Okay. Et le 5 juillet, il y a la soirée Cause Commune, donc au 22 rue Bernard Dimet. Voilà. Merci Isa. Alors nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de recrutement et de diversité de genre. En attendant, nous allons écouter Saturne par Olizna. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
venons d'écouter Saturne par Olizna, disponible sous licence libre Creative Commons CC0, la licence Creative Commons qui se rapproche le plus du domaine public. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le recrutement et la diversité de genre dans l'informatique, ou pourquoi et comment recruter des femmes dans un milieu d'hommes. Avec nos deux invités, Marcy Erika Charolois et Florence Chabanois, que je vais laisser se présenter juste après. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alors, donc on va déjà commencer par une petite présentation. On va commencer par Marcy qui est à distance. Bonjour Marcy. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, en effet, moi c'est Marcy. Je suis consultante en inclusion numérique pour les minorités et les expériences inclusives. D'accord. Florence venait de tousser, donc je me demandais si ça s'entendait à la radio. Donc Florence Chabanois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marcy. Très contente d'être parmi vous. Donc moi je suis Head of Engineering et aussi cofondatrice de l'association La Place des Grenouilles, qui est antisexiste. Donc Head of Engineering, c'est responsable d'ingénierie dans l'informatique. Pardon. Oui, je sais que tu as plus l'habitude des podcasts internationaux, mais ici, on essaye un petit peu de traduire. Donc on va pas parler technique aujourd'hui, enfin, en tout cas pas trop, je pense. Alors j'ai envie de commencer pour introduire le sujet, par une question un peu provocatrice. Excusez-moi pour la provocation, mais pour déterminer un peu pourquoi finalement on fait cette émission. Donc la question, c'est finalement pourquoi chercher plus de mixité dans les équipes donc d'informatique. Une structure, qu'elle soit entreprise ou autre, recrute la personne la plus compétente, quel que soit son genre. Alors, qui veut répondre à cette question parfaitement assumée, provocatrice ? Qui veut commencer ? Marcy, peut-être ? J'allais dire, si tu veux, Florence, tu peux commencer. Ouais, vas-y, Florence. De la matière. Ok, vas-y, Marcy, alors. Bon. On va y arriver. Faites comme vous voulez. Non, mais c'est une question intéressante dans le sens où, en effet, on pourrait tout à fait se demander pourquoi on a un intérêt à avoir des démarches inclusives dans un milieu qui est aujourd'hui à jour très masculin. Déjà parce qu'on a un historique de la tech qui est en réalité plus féminin qu'il n'y paraît, avec des novatrices qui ont lourdement participé à la performance numérique, technologique. Toutes les innovations qu'on connaît aujourd'hui, en général, il y a une grande femme derrière qui est citée comme une femme, et il y en a beaucoup des noms en réalité qu'on connaît. Je pense notamment à Heidi Lamar, qui change un petit peu d'Ada Lovelace, qu'on identifie, elle, comme la pionnière de l'informatique. Mais il y en a d'autres. On a Grace Hopper et notamment toutes les femmes afro-américaines qui ont participé au calcul du coup d'Apollo. Donc, tout cet historique-là, il fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas permettre encore ce storytelling, cette narration qui existe, qui est que le secteur est uniquement masculin et qu'il a toujours été et que c'est comme ça. Non, en plus, on est dans un secteur qui est attractif d'un point de vue économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, rien que sur le marché de l'IA en 2024, on est quand même à une estimation de plus de quasiment 16 000 milliards d'euros. Et finalement, il faut aussi se dire que toutes ces opportunités-là qu'on a, il faut aussi que les femmes et les minorités de tout type puissent avoir une place et participer et être représentées correctement dans ce qu'elles peuvent amener à la diversité à la fois des équipes, donc on parle de recrutement, mais aussi de conception. Parce que si on continue à avoir un milieu qui est à 100% homogène, nous allons finalement foncer droit dans le mur avec des reproductions de biais qui seront évidentes et qui ont déjà été lourdement pointées du doigt. D'accord, merci. Florence ? Oui, globalement, je suis complètement d'accord avec ce que Marcy a dit. En plus de ça, je rajouterais la partie conception, c'est plus un prolongement de son propos. Oui. Mais déjà, on est majoritaire, donc rien que le terme minorité de genre est étrange, vu que les femmes sont à 52% de la population. Et ce qu'il y a aussi, c'est que du coup, les produits qui sont conçus,
ne prennent pas en compte les femmes, parce que c'est un biais humain. On va s'occuper déjà des besoins que nous on a et que notre catégorie de population a. Sans parler du fait que les hommes sont moins socialisés aussi à se mettre à la place des autres d'un point de vue éducation. Et du coup, ça fait qu'il y a la moitié de la population qui est écartée des inventions. Et on ne parle pas juste d'inventions luxueuses. C'est vraiment des besoins primaires, sociaux à satisfaire, qui font que la santé des femmes, par exemple, est moins bien prise en compte si les produits numériques sont conçus uniquement par des hommes cis. Voilà. Ok, je vais juste préciser parce que le sujet du jour c'est la diversité de genre, mais évidemment c'est qu'une partie de la diversité, donc sentez-vous aussi libre d'aborder d'autres sujets, même si aujourd'hui on axe effectivement principalement sur cette thématique-là. Donc là c'était l'introduction qui explique pourquoi finalement il faut agir, et pour éviter d'entretenir quelque part ce statu quo, il faut agir. Donc on va faire deux grandes parties en fait dans l'émission. La première, on va plutôt parler de la partie recrutement, c'est-à-dire comment on recrute. Et dans la deuxième partie, on va dire comment on arrive à fidéliser, entre guillemets, ou en tout cas à faire que les gens ne partent pas, parce qu'il y a aussi, je crois, des statistiques, et vous en parlerez sans doute, du nombre de départs assez rapides de femmes au bout de quelques années. Mais on va d'abord commencer sur l'action sur le recrutement. Alors je crois que Marcy, tu voulais notamment parler de méthodes de recrutement scientifique. Alors j'avoue que je ne vois pas du tout ce que c'est, donc si tu peux nous expliquer. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est dit, méthode de recrutement scientifique, c'est une méthode de recrutement qui ne s'appuie pas sur le feeling. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important, parce qu'au final, plus on va recruter au feeling et plus on va s'appuyer uniquement sur ses biais, ses perceptions et de fait reproduire une culture dont parfois on n'a pas conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est important à souligner, c'est que malgré nous, suivant nos histoires personnelles, notre éducation, les écoles qu'on a fréquentées, les cercles socio-économiques dans lesquels on a évolué, on est plus à même de reproduire les mêmes comportements de tous ces cercles dans lesquels on a grandi et dans lesquels on évolue chaque jour. Donc, si je me base uniquement sur du recrutement au feeling, je vais forcément m'appuyer sur des préconceptions et des biais qui vont valoriser une prise de décision qui n'aura pas fait preuve d'objectivité, en fait. Et c'est tout le problème et c'est tout l'enjeu. Donc, quand on parle de méthodes de recrutement dites scientifiques, on va avoir des méthodes de recrutement qui font appel à ce qu'on appelle du scoring. Donc, suivant des critères qui sont préétablis, on va pouvoir mettre un score sur des questions bien précises. Et quand je dis bien précise, c'est justement ne pas tomber dans quel est votre type d'écriture. Suivant votre écriture, je peux déduire que vous êtes une personnalité plutôt vive ou une personnalité plutôt lente. Ou alors, suivant votre signe astrologique, je peux dérouler une préconception de qui vous êtes. Ou alors, par rapport à votre genre, par rapport à votre nom, par rapport à votre adresse, je peux déduire plein d'informations qui ne sont pas vraies. Et j'insiste là-dessus, c'est qu'en fait, toutes ces méthodes dites scientifiques vont vraiment reposer sur des questions qu'on appelle comportementales et qui vont donc s'appuyer sur le comportement de la personne suivant des questions qui seront rédigées en ce sens. Et ce sont des questions qui sont aussi situationnelles. Donc, suivant, je vais vous faire un exemple assez typique de un entretien qui s'appuie sur une méthode scientifique. Ce serait avez-vous déjà rencontré une situation dans laquelle vous avez dû faire preuve de leadership? Qu'avez-vous fait suivant les enjeux que vous avez rencontrés? C'est beaucoup plus cadré que je sais pas quels sont vos 3 défauts et vos 3 qualités. En fait, j'en sais strictement rien. Moi, j'ai moi-même mon propre baromètre d'évaluation si je pose une question aussi vague que 3 qualités et 3 défauts. Donc, en fait, il faut vraiment s'appuyer là-dessus pour débiaiser au maximum et arriver à un résultat qui sera objectif et évalué. D'accord, donc c'est des questions où il y a plus de mise en situation concrète, effectivement, plutôt que les fameuses questions vos 3 défauts, vos trois forces, etc. Si je comprends bien. Exactement. Et il y a une méthodologie aussi qui s'appelle du coup STAR, que je donne à toute personne qui fait passer des entretiens, qui est pas mal. Donc c'est faire la mise en situation, donc expliquer la situation. En gros, la mise en contexte de ce qui s'est passé au regard
de la question. Ensuite, il y a quelles ont été les tâches qui ont été mises en place pour parvenir à l'objectif. Ensuite, pour le A, ce sera l'action. Quels sont les types d'actions qui ont été mises en place ? Ça peut être en équipe, ça peut être individuel, peu importe la question qu'on vous pose, mais reposez-vous toujours là-dessus pour bien valoriser ce que vous savez faire et justement sortir du persona que vous pouvez évoquer par vous-même si vous êtes une femme ou une toute autre minorité. Et donc pour le R de la méthode STAR, c'est le résultat, c'est quels sont les résultats obtenus. Par exemple, je sais pas moi, j'ai mis en place telle feature, le résultat c'est une hausse de 10% de clics à cet endroit. Vous voyez ? D'accord. Alors, je précise que là, tu parles déjà de l'entretien d'analyse. On verra peut-être juste après sur les offres d'emploi aussi, parce que est-ce qu'il y a des choses à faire sur les offres d'emploi, mais on va quand même poursuivre sur cette partie-là. Florence, tu voulais réagir ? Moi, je plus souvent, encore une fois, merci en réalité. Un des éléments parce que du coup, il y a ce mythe que tu as évoqué tout à l'heure en introduction en disant pourquoi on recrute pas uniquement sur la compétence. Comme si c'était ce qu'on faisait. En fait, c'est souvent ce qu'on entend, les gens qui critiquent ça, qui disent mais finalement on ne recrute pas un homme ou une femme, on recrute une compétence. Oui, exactement. Et ça, je pense que c'est très naïf de croire qu'on est imperméable au biais. Et l'avantage de ces types de méthodes, du coup, qu'on applique déjà à plusieurs personnes, ça fait qu'on a des éléments à peu près comparables, en tout cas plus comparables, et qui sont aussi orientés sur un besoin concret, plus que sur un jugement de valeur, sur des affinités qu'on peut avoir avec quelqu'un ou pas. Ça permet déjà d'enlever ces problématiques-là de discrimination en fait dont on n'a pas conscience. Ne serait-ce que quand on parle de compétences, de quelles compétences on parle ? Est-ce que moi j'ai vu tellement d'entretiens, mais y compris les miens, qui ont recours à des usages en entretien qu'on n'utilise pas du tout en situation. Donc alors, concrètement, un exemple. Concrètement, c'est qu'on va faire du live coding. Du live coding, ça veut dire qu'on va donner un exercice à quelqu'un, donc complètement un cas d'école en fait, donc ça on sent même pas une vraie situation parce qu'une vraie situation on arrive sur un code qui existe déjà, on va apporter une amélioration. C'est la première différence et pourtant c'est ce qu'on fait. La deuxième chose c'est qu'on va regarder par-dessus son épaule comment ça se passe. Pendant que tu codes. Pendant que tu codes. D'accord. Rien que ça rajoute encore quelque chose. Et ça c'est des effets qui en réalité la personne ne va pas rencontrer ça si on l'intègre dans l'entreprise, mais c'est comme ça qu'on va évaluer la personne. Et du coup là, ça déclenche plein de mécanismes très personnels et aussi sociaux sur le fait de qu'est-ce que ça nous fait d'être regardé. Si on a le biais du stéréotype qui s'enclenche en disant les femmes sont moins fortes en informatique, je me sens regardée, les effets sont aussi différents selon les genres sur ce type de situation. Ou alors des personnes qui sont très extraverties vont être eux aussi plus à l'aise. Un autre sujet sur la compétence, encore une fois, qu'on brandit vraiment. Alors vraiment, moi j'ai une conviction, c'est qu'on recrute pas du tout par les compétences d'emblée en fait. C'est un travail qu'il faut, c'est un processus qu'il faut mettre en place, mais que c'est pas du tout si naturel et si fréquent que ça. L'autre point, oui, c'est la capacité à se mettre en avant. Moi, j'ai rencontré plein de femmes. J'avais énormément de mal à les évaluer quand j'avais pas de structure dans mes questions, parce que justement. Il y a plein de facteurs en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on dit aussi aux femmes qu'elles doivent moins se vanter, moins se mettre en avant. Du coup, en entretien, si elles se vantent, si elles se mettent en avant, en fait, elles montrent leurs compétences, elles peuvent aussi être pénalisées sur ça, en disant cette personne, elle va sûrement pas bien s'intégrer, elle se vante trop, elle se met trop en avant. Ça aussi, c'est des choses dont ces femmes ont conscience et vont aussi se ralentir par rapport à ça. Ça fait qu'il y a plein d'injonctions contradictoires qui fait qu'on n'est pas du tout sur un pied d'égalité en fait dans les entretiens et les processus de recrutement. Donc tous ces processus à mettre en place, notamment la méthode STAR et puis plein d'autres, déjà c'est de se dire on définit de quoi on a besoin réellement au quotidien dans l'emploi qu'on cherche. C'est pas juste des questions gratuites, c'est des questions pour savoir quelque chose. Et ensuite, on met en place un processus qui se répète, qui permet de comparer des éléments comparables. D'accord. Tout à l'heure, je ne sais plus laquelle de vous parlait des biais en introduction, des biais. Quels sont les principaux biais de recrutement aujourd'hui par rapport au genre, j'entends. Marcy. Il y en a plusieurs. Moi, je pense notamment au biais tout ce qui est biais de confirmation, mais je vais surtout penser au biais de halo, qui joue énormément en recrutement. Alors, le biais qui s'appelle l'effet de halo, c'est la façon d'utiliser sa première impression pour tirer des conclusions sur un portrait global. En fait. Donc, si moi j'arrive très souriante, comme disait Florence, si j'arrive très souriante, mais qu'en même temps je me mets en avant, mais pas trop,
on va se dire ok, ouais, super, elle est douce et en même temps elle peut bien se vendre. Donc en fait, elle risque de bien s'intégrer et de pas prendre le dessus dans l'équipe. Typiquement, si j'arrive vraiment avec tout un tas de codes non verbaux, en sachant que il me semble que c'est à hauteur de 70% que les codes non verbaux rentrent en jeu dans notre façon de nous évaluer, nous autres, en tant qu'êtres humains, ça va avoir un poids vraiment considérable dans la préconception qu'on va déjà apposer sur moi et qui va confirmer ou pas une certaine... je sais pas comment dire ça, mais un certain persona qu'on va déduire de moi et qui sera peut-être complètement à l'opposé. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à l'inverse avec des personnes qui sont d'excellents candidats, mais pas les bonnes personnes pour le poste. Et ça, c'est important à souligner parce que parfois, on a vraiment des gens qui savent vraiment très bien passer les entretiens d'embauche, notamment des hommes qui peuvent avoir tous les codes du milieu tech. Si en plus ils ont grandi dans une culture geek, dans une culture vraiment numérique, beaucoup plus accrue qu'une femme, je prends l'exemple inverse, mais une femme qui aurait fait plutôt un bootcamp, qui aurait entendu sur le tard la possibilité de rentrer dans ce type de carrière, en fait on n'est vraiment pas du tout sur le même pied d'égalité. Donc l'effet de halo, il peut être très violent à ce niveau-là. Et ça ne veut pas dire que dans les faits, si on prend cette femme-là dont je parle en guise d'exemple versus l'homme qui est un très bon candidat, ça ne veut pas dire que dans les faits, la femme ne pourra pas être une meilleure employée sur le long terme. Et en fait, c'est tous ces points-là qui sont des vrais points de friction. Je ne sais pas si tu as une autre idée de biais, toi, Florence? Alors, juste avant qu'elle réponde, comme ça permet éventuellement de réfléchir. Ce que tu viens de me dire me fait penser, j'ai vu une excellente conférence que vous avez peut-être vue à Mixit, donc qui est une conférence autour de la tech et de l'inclusion. Alors c'est Anaïs Huette, je crois, qui a fait une conférence sur est-ce que la douceur est un avantage ou un inconvénient dans ce monde. Je sais plus exactement le titre, mais elle expliquait à un moment en fait que pour une mission où elle avait coché toutes les cases de compétences, qualité, etc. En fait, le client ne l'avait pas prise parce qu'elle avait une voix trop douce. Et donc, il lui avait dit, vous n'arriverez pas à vous imposer dans l'équipe. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant quand même d'entendre ça. Et donc, vous confirmez, Marcy ou Florence, que cette voix trop douce peut être un problème bloquant, en fait, pour des femmes? En tout cas, ouais, d'accord. Oui, même dans la façon d'avoir accès à des financements, il faut savoir que les femmes qui ont des voix plus aiguës se voient perdre des points considérables à l'accès au financement de leurs entreprises, leurs startups, etc. D'accord. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez effarant. Donc en fait, il y a pas mal de mimétisme aussi de la part des femmes à parler dans des octaves du coup bien plus basses pour paraître plus sérieuses et plus crédibles. D'accord, ok. Ouais, d'ailleurs, dans sa présentation, elle expliquait aussi que Margaret Thatcher, visiblement, avait fait un travail, par exemple, pour justement parler d'une voix un peu plus grave, etc. Mais je vais laisser donc Florence revenir sur les autres biais de recrutement que tu as pu identifier. Carrément. Je me permets des digressions aussi. Oui, du coup, merci par rapport à ce que tu disais. Moi, j'avais lu, c'était le même texte par rapport à des investisseurs et investisseuses qui étaient lus par des femmes ou des hommes. Et il me semble que c'était 2 fois plus, ou c'était convaincant ou pas. C'est ça. Voilà. Donc rien que sur la hauteur de la voix, quoi. Et par rapport à Anaïs, ce que tu évoquais, Frédéric, encore une fois sur le fameux mythe de la compétence, il y a une étude de 15 Tech qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui confirme déjà une intuition qu'on est beaucoup à avoir, je pense, c'est que les femmes sont évaluées pas que sur la technique, en fait. Elles vont être évaluées beaucoup sur la technique, beaucoup plus, en fait, que des hommes, mais aussi sur le relationnel. Et du coup, la douceur, ce que tu dis, c'est que si la personne, par exemple, la femme pour le coup, n'est pas assez souriante et n'a pas en plus des traits de relation, ça va être pénalisant. Alors qu'un homme, on considère que la technique tout seul, ça suffit. Alors, peut-être préciser la question, est-ce que ça peut être aussi éventuellement un avantage en fonction du poste recherché? Non, jamais. Non, jamais? D'accord. Jamais. Okay. Jamais sur un poste tech. Parce que ce sera toujours un bonus, en fait. Okay. On va toujours mettre, en tout cas à date, en 2024, le niveau technique, la compétence technique, en fait, plus importante que relationnelle. Pour un homme, ce sera un bonus. Ça peut être un critère si on utilise la méthode STAR, mais c'est quand même moins souvent un critère que le côté technique. Alors que sur la femme, ce sera indispensable. Si elle n'a pas les deux,
ça marche pas, quoi. Et sur le côté douceur, c'est quand même terrible parce que je sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que moi j'ai déjà eu des feedbacks en disant ah mais je sais pas si tu pourras t'imposer et tout. Je fais moi ça va, je gère quelques dizaines de personnes et j'ai même pas cherché à argumenter. Je me suis dit si tu savais tout ce qu'on se prend en fait dès qu'on commence notre carrière. Mais bon, si à l'inverse quelqu'un a une voix pas douce, fait une femme a une voix plus affirmée, bah ça peut aussi être pénalisant. C'est quand même là où il y a vraiment la. Donc vous êtes perdant tout le temps en fait. Bah, en fait c'est ça. C'est qu'on a un très très petit spectre. Oui. Ou si on tape dedans ça marche, mais si on fait un petit glissement, bah on peut être pénalisé très rapidement. Et du coup sur les biais, parce que c'était la question d'origine. Moi c'est le biais de similarité, qui est un peu la petite sœur du halo, je pense, qui fait que on se rend pas compte comme on aime bien les gens qui nous ressemblent. Et encore plus dans une culture tech où il y a quand même pas mal de culture bro et tout ça. Culture bro, tu peux expliquer s'il te plaît ? Bah, entre frères, quoi. Oui, voilà. Donc ça va être, on va mettre en avant du baby-foot, de la bière, tout ce qui est fraternité, c'est quelque chose qui est très, très mis en avant dans les médias, dans la politique, c'est une valeur qui est universelle, n'est-ce pas ? Alors que la sororité, on l'entend moins. Et du coup, il y a ce côté... je vois quelqu'un qui me ressemble, qui a les mêmes centres d'intérêt, et du coup on plonge très vite dedans. Et du coup avec ce biais-là, on peut très vite oublier tout le reste. Le côté, mais je suis en train d'évaluer le reste, enfin d'évaluer quelqu'un, et on oublie de poser toutes les questions qui sont importantes. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut se retrouver à faire des recrutements ratés parce qu'on s'est un peu laissé entraîner dans un petit effet narcissique en disant je m'entends bien avec cette personne, parce qu'on cherche surtout des collègues en réalité quand on veut recruter. Alors j'ai une question, est-ce que le fait d'inclure une femme dans le processus de recrutement au niveau entretien, est-ce que c'est pratiqué, est-ce que c'est positif, négatif, est-ce que ça permet de tester par exemple les hommes aussi, pour voir par exemple si l'homme qui est recruté va plus parler à l'homme recruteur ou à la femme recruteuse, voilà, je sais pas, est-ce que c'est pratiqué, est-ce que Marcy, sur l'implication d'une femme dans le processus de recrutement? Est-ce que c'est pratiqué ? Ça se pratique de plus en plus, je pense. En tout cas, de ce que moi j'ai comme discussion, il est évident qu'on a aussi des prises de position politiques quant au numérique, ne serait-ce que le pacte parité pour l'égalité femmes-hommes. Ça implique pas mal de choses en termes d'évolution des rôles des femmes dans la tech et notamment le fait de les inclure dans les processus de recrutement. Est-ce que c'est une garantie de réussite ? En rien du tout. S'il y a bien une chose sur laquelle on est complètement égaux en tant que femme et en tant qu'homme, c'est notre capacité à être totalement absorbé par nos propres biais et de ce qu'on va chercher à déterminer comme confirmation ou non. On peut avoir aussi des effets qui sont bien réels, c'est tout ce qu'on va appeler la misogynie intériorisée, comme on peut avoir du racisme intériorisé, du validisme. Donc ça, c'est par rapport plutôt au spectre du handicap et de l'accessibilité, qui va être intériorisé et on peut parler de grossophobie, etc. Et ce serait totalement expansif, en fait. Et en fait, les femmes sont pas du tout étrangères au fait d'avoir intériorisé tout un tas de biais pour en plus survivre. Donc si on est la seule femme dans une équipe complètement masculine et que on a suivi des études, je donne un exemple comme ça, mais des études d'ingénieur où déjà on a été sociabilisé comme étant l'une des seules femmes de sa promo pendant des années, il faut bien prendre en compte qu'on a intériorisé tout un tas de biais en tant que femme aussi. Et du coup, il faut vraiment faire tout un travail de déconstruction. Ça, c'est vraiment le pied d'égalité des hommes et des femmes dans notre industrie, mais comme bien d'autres. Et tant qu'on ne fera pas cette démarche-là, on ne pourra pas garantir la maximisation des effets positifs des recrutements dits inclusifs et objectifs. D'accord. Alors avant de faire une pause musicale, ce que tu viens de me dire, je me fais une question à Florence. Est-ce que tu rentres dans
Parce que je me souviens pas si tu as fait des écoles d'ingénieurs, des Moi, j'étais à la fac, mais c'était de l'informatique. C'est de l'informatique, donc probablement dans un milieu effectivement très masculin. Oui, on n'était pas beaucoup. Voilà. Donc ce que vient de décrire Marcy, toi tu l'as vécu, et est-ce que dans ton travail de recruteuse, parce que tu as fait aussi du recrutement, hein, est-ce que ça a évolué par rapport à il y a quelques années par exemple ? Oui, complètement. Hein. Du coup, on avait fait une presse aussi justement avec Marcy. On en parlait un peu parce que moi, je suis complètement dans ça. Le féminin, c'était moins bien. Et c'est vraiment pas quelque chose dans lequel je voulais être associée. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. C'est que on vit dans la même société en réalité, qu'on soit homme ou femme, et que quand on arrive justement à survivre dans ce système, malgré nous, même sans nous en rendre compte, hein, vraiment. Donc j'allais pas mépriser les femmes ou quoi que ce soit, mais c'est pas quelque chose dans lequel je voulais être associée, et c'est relativement récent quand même où je me suis rendu compte de ça au niveau du recrutement en tout cas. Et une fois qu'on en a conscience et qu'on commence à prendre des actions, c'est là qu'on voit des choses très très différentes. D'accord. Et qu'on a tort surtout. Bon, on va y revenir après la pause musicale. Donc on va faire une pause musicale. Alors la pause musicale est proposée par Joseph Garcia de l'équipe Musique de Libre à vous, est également membre de l'équipe de l'émission Les Contes chez du Sérieux. Et je pense que la musique devrait vous plaire. Alors je vais le faire en anglais puis en français. Le titre c'est Burn the Whole Thing Down. En gros c'est tout cramé, de Moma Swift. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. I liked the fact that it was unexplained. It's still a manky thought. Anyway, I'm gonna do this. Cause Commune 93.1. Okay, I'll burn it down. Nous venons d'écouter Burn the Whole Thing Down par Moma Swift. Je vous encourage vraiment à écouter tout l'album, surtout en cette période un peu troublée. Et donc ce titre est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons poursuivre notre sujet donc sur le recrutement et la diversité de genre dans l'informatique avec donc nos deux invités, Florence Chabanois qui est avec moi au studio et Marcy Erika Charolois qui est à distance. Avant d'aborder la question, on va dire sur le long terme pour entretenir les bonnes pratiques, et on va aussi quand même reparler éventuellement de la partie recrutement si vous voulez. Je voulais qu'on revienne pour ne pas oublier sur la partie qui précède le recrutement, qui est l'offre d'emploi, le profil de poste, l'offre, voilà, sur laquelle qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'en fait, avant même de l'entretien, que vous ayez des personnes autres que des hommes qui répondent à ces appels d'offres. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des choses au contraire à ne pas faire? On va commencer par Marcy, je pense que donc sur cette partie, on va dire offre d'emploi. Il y a pas mal de choses à faire. Déjà, pour commencer, il y a la capacité de féminiser le poste. Ou alors de mettre la mention FHX pour femme, homme et du coup non binaire par exemple. Disons qu'il y a pas mal de réflexions autour du point médian sur le fait qu'il manque d'accessibilité suivant les troubles 10 et même aussi les liseuses pour les personnes qui sont en situation de déficit visuel. Donc ça, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Sentez-vous libre de l'utiliser ou pas. Moi, personnellement, je l'utilise plus du tout, justement pour ne plus poser de problèmes aux personnes pour qui ça en pose, parce que je pense que c'est aussi important de le voir comme ça. Et dans le contenu également de la fiche de poste, ce qui est recommandé, c'est de constater et parfois à quel point on peut mettre en avant des process qui peuvent être trop longs, beaucoup trop fastidieux, qui sont pas compatibles avec des rythmes de vie de femmes, notamment si elles sont parents en plus de ça. Donc du coup, il y a quand même des gros enjeux là-dessus et également tout ce qu'on va laisser transparaître en termes de culture d'entreprise. Florence l'a super bien mentionné tout à l'heure quand elle parlait de toute cette culture masculinisée, bière pizza, baby-foot. On peut aller plus loin, notamment proposer plutôt des activités qui seraient plus intéressante en fait pour le développement de sa carrière. Aujourd'hui, je pense qu'en tant que femme dans le numérique, on a plus envie de savoir comment on va pouvoir développer ses compétences justement, qu'elles soient du coup technique, mais aussi tout le reste, tout ce que ça englobe, comment négocier correctement son salaire, comment, je sais pas moi, prendre la parole lors de présentations en équipe, développer ses compétences de leadership, de management, tout ce qui va jouer sur l'intelligence collective, etc. Ça peut être beaucoup plus pertinent de mettre ça en avant et de mettre en avant en fait plus de souplesse et beaucoup plus de moins de paraître et plus de dur, quoi. Si je peux dire ça comme ça. D'accord. Juste avant de passer la parole à Florence avec une question d'ailleurs, sur l'écriture inclusive, on va rappeler aux gens qu'on peut faire de l'écriture inclusive sans le point médian, hein. Ça prend peut-être un peu plus de travail en termes de rédaction, mais voilà, parce que beaucoup de gens poussent des cris d'orfraie sur l'écriture inclusive parce qu'elles le réduisent au point médian qui pose les problèmes que tu as évoqués, mais on peut le faire évidemment sans. Florence, je vais te laisser réagir là-dessus, mais je voulais aussi éventuellement t'orienter sur des questions. Moi, j'avais lu, par exemple, que, alors deux points, que dans les offres d'emploi, il fallait pas mettre, de trop nombreuses demandes de compétences, parce que souvent, les hommes pouvaient répondre à une offre d'emploi, même s'ils pensaient ne maîtriser que 50% des compétences, alors que les femmes, il fallait qu'elles considère maîtriser au moins 80-90% des compétences. Et deuxième point, sur le vocabulaire. Traditionnellement, dans l'informatique, on voit beaucoup de vocabulaire qui est un peu compétitif, esprit d'équipe, comme tu l'as dit, ou enfin esprit masculin, plutôt ninja, voilà, des termes comme ça, qui sont plutôt des termes repoussoirs pour les femmes. Donc, est-ce que sur ces deux points-là, tu as des retours? Oui, complètement. Moi, j'ai vraiment grandi dans un milieu d'hommes, en fait, en termes de dessin animé, de tout. Et du coup, tout ce qui est guerrier, c'est quelque chose que j'incorpore assez vite et qui me paraît intéressant. Et du coup, je me suis rendu compte après coup que pas mal de mes fiches de poste avaient ce genre de vocabulaire. Mais toi, ça te dérangeait pas parce que t'as vécu comme... J'arrive même pas à dire, en fait. D'accord. Je pense que je suis trop dedans pour pouvoir dire. Mais par contre, entre une offre d'emploi où il y a ça et une offre d'emploi qui me parle de chemin de carrière, de progression, il n'y a pas photo. Je vais plutôt aller sur... En fait, je pense que j'ai donné ça en pensant que c'était ce que les gens recherchaient. Du coup, ça nourrit quand même quelque chose d'assez bizarre parce que, en vrai, moi, je veux recruter des gens qui ont l'esprit d'équipe,
plus que des gens qui veulent battre les autres ou voilà. Donc ça veut dire qu'il faut mettre plus de terminologie au terme de la coopération plutôt que de la compétition. Là c'est personnel en tout cas. Mais ce qui est sûr c'est que le côté compétitif en termes de socialisation, encore une fois, on est élevé très différemment. Donc les filles, les jeunes filles, elles sont plus élevées sur des jeux à jouer toutes seules ou côte à côte. Alors que les garçons c'est plus des jeux d'opposition. Du coup ça, rien que sur l'affinité, on va plus en réalité parler à des futurs garçons, donc des hommes, que à des femmes. Et oui, effectivement, parce qu'il y a aussi un facteur au stress qui peut être différent. Les femmes vont quand même plus hésiter avant de postuler, justement par rapport à la correspondance de ces critères. Il y a le syndrome de la bonne élève qui peut jouer. Moi, je vais donner un exemple que j'avais sur une fiche de poste. On était 2 à postuler, donc je le savais pas, hein, mais c'était un pote et moi. Et moi, j'ai mis 1 semaine avant de postuler, avant de me dire bon, j'y vais pas, tout ça. Et lui, donc je l'ai lu en long en large, hein, l'annonce. Ce que je croyais que la plupart des gens faisaient, mais visiblement non. Lui, il s'est arrêté aux 2 premières lignes. Je me suis dit, oh ouais, ça passe. Et puis, il a postulé. Rien que sur ça, moi, ça m'a fait délirer. Je l'ai su des mois après. Mais rien que sur ça, après avoir eu 20 ans d'expérience derrière moi, je me rends compte que même moi, j'en suis pas protégée. Alors que je dis, non. Parce que là, c'est un exemple récent dont tu parles ? Relativement récent, oui. Ah, d'accord, ok. Et on a beau dire, notre cerveau, il se dit, il faut postuler même si on correspond pas partout, mais on est aussi moins entraîné à avoir des non ou des échecs. Alors que, encore une fois, de par les jeux qui sont joués par les garçons, c'est ok d'échouer, de perdre, on recommence, c'est pas tout un drame en fait. Alors que sur les filles c'est plus dur. Sur la corde à sauter, je peux pas vraiment tomber. Enfin. D'accord. Donc voilà, ça fait qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui vont dans le même sens, qui fait que effectivement d'adopter un langage qui est plus universel ou plus orienté femme, ça peut parfois, en tout cas, contrebalancer, rétablir un peu plus d'équilibre par rapport aux candidatures qu'on peut avoir. Et sur l'écriture inclusive, donc au sens large, moi je sais que j'avais 0 candidature quand je l'utilisais pas. Et quand je l'ai utilisé, j'ai eu quelques candidatures. C'était pas fou. Et il y a Théo2 qui avait utilisé aussi un terme un peu moins genré, donc software engineer, plutôt que développeur. Et qui avait augmenté, je crois, le taux de candidature de 30%, quelque chose comme ça. Donc ça peut jouer parce que moi maintenant c'est vrai que je regarde, je me dis c'est pas tant que les femmes vont se précipiter sur une offre d'emploi parce que je pense qu'elles changent aussi moins souvent, c'est plutôt est-ce qu'on voit des loups, est-ce qu'on voit des warnings. Du coup ça va au moins enlever des barrières par rapport à ça. Et du alors coup, quel genre par exemple de loup dans une offre d'emploi? Typiquement si on parle, en fait la question c'est que si on est que entre gars, c'est pas super, c'est pas quelque chose où on a envie de prendre le risque, en fait, d'y aller spontanément. Alors peut-être une question, est-ce que par exemple vous allez voir, si vous candidatez sur une entreprise ou une offre d'emploi sur une entreprise ou une collectivité ou autre, ou une association, est-ce que vous allez voir les sites des entreprises pour voir si vous trouvez les photos des personnes, pour voir la Ah mais clairement, mais clairement pas que ça, enfin pas que ça, tout en fait. Tout, c'est-à-dire les conférences, les réunions, enfin les réunions non parce que je dois y aller, mais les dîners, les associations sportives, tout je regarde avant. Est-ce que il n'y a pas de warning au moins sur l'image publique. Donc ça c'est aussi une bonne pratique d'ailleurs sur l'image corporate. D'accord. Donc page d'entreprise. Donc merci, tu conseilles ce genre de choses aussi, de vraiment d'aller dans ce niveau de détail. C'est nécessaire en fait aujourd'hui. Oui, complètement. Je rejoins totalement Florence à ce sujet. C'est en fait aujourd'hui on a besoin de pouvoir se projeter sur le long terme dans les équipes qu'on a envie de rejoindre. Et forcément, oui, quand on se retrouve, faites le test. Vous allez sur, je sais pas si je peux les citer. Bon, je vais les citer quand même, c'est pas grave. Sur Welcome to the Jungle, parce que ça c'est un petit sujet qui est assez amusant dans la démonstration de ce qu'on dit. En fait, souvent vous pouvez passer d'entreprise en entreprise et regarder les photos, et généralement c'est toujours que des personnes blanches en très grande majorité. Et généralement que des hommes, et tout le monde porte des sweats bleu marine. En ce moment, c'est que ça. Et de fait, ça crée beaucoup d'interrogations sur aussi quelle image, quelle culture on est en train de fonder, surtout sur des environnements start-up, parce que je pense que ça se lisse un petit peu plus quand même quand on est sur des licornes ou des institutions plus variées.
on parlait d'associations, on parlait de collectivités ou autres, clairement, ça se lise davantage. Mais c'est vrai que sur la culture start-up, on voit quand même qu'il y a une espèce de réassurance du code vestimentaire, de la présentation, du type de pose aussi, des endroits dans lesquels on pose, comment on va poser, est-ce qu'on se met de 3/4 face à la caméra, est-ce qu'on est plutôt sur un non-verbal de conquérant ou plutôt passif, est-ce qu'on est plutôt tous autour d'un tableau blanc en train de coller des post-it ou plutôt dans une posture plus individualiste. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont très épiées par les femmes et les minorités de la tech pour savoir si elles vont pouvoir résister à tous les biais qui vont s'abattre sur elles une fois qu'il y aura cette prise de poste. D'accord. Alors c'est bien de parler de ça vu que ça nous permet d'enchaîner, enfin en tout cas d'aller sur le travail sur le long terme, notamment la culture d'entreprise. Alors je précise que Welcome to the Jungle, c'est un site qui permet de découvrir les coulisses des entreprises qui recrutent, etc. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. D'accord, ok. Donc là, effectivement, on a parlé du recrutement, on a parlé de l'offre d'emploi, du recrutement. Donc une personne, une femme est recrutée. Et l'enjeu après, ça va quand même qu'elle reste, enfin en tout cas tant qu'elle le veut, en poste. Sachant, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être que l'une de vous là, on assiste dans l'informatique à des départs assez rapides entre guillemets. Enfin beaucoup de femmes qui partent assez rapidement en fait d'entreprise parce que tout simplement elles se rendent compte que le milieu ne correspond pas à ce qu'elles pensaient y trouver quoi. Alors, je sais pas si vous avez les chiffres en tête, l'une de vous. C'est la moitié. La moitié la moitié au bout de 10 ans. En général, ils disent 35 ans. Mais après, des études françaises et américaines, mais qui convergent à peu près sur des données. Je sais pas si Marcy, t'as ça. Non, c'est exactement ce chiffre-là aussi. J'avais en tête, c'est une femme sur 2 qui quitte la tech après 35 ans. Et en général, oui, ça glisse sur les 10 ans de carrière. Il y a des vraies remises en question à ce moment pivot. D'accord. Donc ça suppose que donc la structure, pour éviter ça, quelle qu'elle soit, doit travailler sur sa culture d'entreprise, notamment cette culture d'inclusion, alors sur la diversité de genre et puis sur toutes les diversités, encore une fois, même si aujourd'hui on parle beaucoup de diversité de genre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'elle mette en place ? Quelles sont les choses qu'il faut absolument qu'elle mette en place ? Est-ce qu'il y a des choses à faire, par exemple, sur les horaires des réunions, je suppose, qui peuvent être le soir ? Qu'est-ce qui peut être mis en place ? Sur le travail autour du sexisme ambiant, voire plus dans le monde de l'informatique ? Florence ? Sur les horaires, c'est un exemple, mais qui est un peu sexiste en vrai, parce que du coup, on associe ça souvent à la maternité, alors que tous les parents ont a priori des enfants, enfin tous les parents, les hommes et les femmes, enfin pas tous, mais bref. Historiquement, c'est bien que les femmes s'occupent plus d'aller chercher. Et je suis un homme parent, donc j'assume parfaitement de dire ça. Hein, Oui, complètement. Non, mais c'est vrai, t'as raison de le mentionner, parce qu'on entend aussi le contraire en disant que c'est plus un sujet. Non, alors je pense que c'est toujours un sujet. Très clairement, on est d'accord. Surtout pour récupérer les enfants, les déposer, ça va parce que c'est vite fait. c'est 5 minutes le matin, voilà. Exactement. Si, je m'en occupe, je le déplace. Non, parce qu'il y a le bain, la nourriture, tout ça. Mais en fait, ça me fait penser à autre chose où, du coup, moi, par rapport au recrutement, je crois que j'ai mis 6 mois ou 1 an avant d'arriver à recruter des femmes compétentes, vu que les gens aiment bien dire ça. On est d'accord, je ne suis pas à but non lucratif quand je travaille. L'idée, c'est de trouver des bons collaborateurs et collaboratrices. Et ce qui était intéressant, en tout cas, l'une des conclusions que j'avais après toute cette démarche, c'est que d'une part, j'ai recruté plus de femmes, mais surtout, j'ai amélioré le processus de recrutement global. Mais pour tout le monde. Et du coup, ces sujets de réunion pas trop tard le soir, en fait, ça profite à tout le monde. Les mères, les pères, et puis les gens aussi, en fait. Parce quand on a 7 heures ou 8 heures dans les jambes, on est un peu moins frais pour une réunion. Donc, en fait, on y gagne. Ça permet d'avoir aussi du temps focus. Donc ça, c'est effectivement une des pratiques. C'était quoi ta question ? Attends, j'ai loupé. Pourquoi on parlait de ça ? Des bonnes pratiques d'inclusion. Oui. Les bonnes pratiques pour conserver ces femmes, tout simplement, qui ont été recrutées. Pour moi, c'est tout ce qui est sexisme ordinaire qu'il faut remédier. Et comme disait Marcy tout à l'heure, personne n'est protégé de ses propres biais. Donc déjà, franchement, la base, c'est de les reconnaître. De se dire, on a des biais, on en a sûrement plus qu'on croit, c'est même sûr. Donc l'enjeu, c'est de pas enterrer le problème en disant, nous, notre entreprise, chez nous, il n'y a pas de sexisme. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a tout. Parce que c'est la société. Il n'y a pas de raison qu'on soit hermétique à tout ça. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que, au quotidien, quand ça va se produire, ce soit géré.
Donc une des pratiques, déjà, c'est de soutenir les communautés qui sont moins représentées en développant justement des communautés pour que ces personnes ne soient pas isolées. Donc ça peut être des Slack, enfin des canaux Slack. Oula, je donne du jargon là, non ? Tu expliques ce que c'est Slack, tout simplement. Des espaces de discussion en ligne. Virtuels, voilà. Ça peut être des réunions récurrentes où les gens peuvent remonter leur expérience. Ça peut être aussi programmer des échanges entre différents types de populations pour que chacun et chacune ne soit pas dans sa bulle aussi et connaisse aussi les réalités des autres. Ça peut être des sensibilisations au niveau de tous les niveaux d'échelle de l'entreprise, y compris la direction, pour avoir connaissance des biais dont on peut être sujet. Ça peut être appliquer la loi, c'est pas mal aussi, dans le sens réagir en tant qu'entreprise, en tant que collègue, en tant que témoin, quand on entend quelque chose qui est pas ok, qui soit raciste, sexiste, validiste, ou qui en réalité mette quelqu'un mal à l'aise, c'est pas ok dans le milieu de l'entreprise. Et il faut le dire, parce que je pense que le plus dur, c'est le silence. C'est le fait que ça se passe sans conséquence. Et ça donne juste l'impression d'être toute seule, parce que personne n'ose rien dire. Alors justement, j'ai une question. Tu parlais tout à l'heure de sexisme ordinaire. Historiquement, dans le sexisme ordinaire, il y a les blagues sexistes que font les hommes. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes, notamment, qui, quand il y a une blague sexiste, disent « Attention, là, c'est une blague sexiste ». Oui, il y en a plus. Mais après, moi, j'ai pas vécu il y a 50 ans, donc je peux pas vraiment comparer. Et après, il faut voir quand je t'entends, je me pose l'intention de ta question. Parce que, en fait, ce que j'entends souvent, c'est qu'on a envie d'être rassuré, en fait, en disant aujourd'hui, c'est mieux qu'avant. Non, c'était pas ma question. Moi, je parlais par rapport à ma pratique où, professionnelle, depuis 20 ans, j'ai vu les choses évoluer. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, alors je suis un peu plus vieux que toi, mais il y a quand même pas 50 ans, mais il y a quelques années, il y a des choses qui, entre guillemets, ne me choquaient pas alors qu'elles étaient choquantes, et aujourd'hui, je vois des choses que je fais remarquer ou que d'autres font remarquer. Donc je vois une évolution. Donc je me dis que dans d'autres structures, ça doit être le cas, sans que ce soit parfait. Mais moi, j'en ai pas vu beaucoup en entreprise. Après, j'en vois plus des hommes se prononcer vraiment en tant qu'alliés, mais dans le public, on va dire, dans l'espace public. Donc sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Je vois des choses où j'en vois un petit peu. J'en vois qui disent qu'ils sont favorables et qui vont mettre en place des initiatives. Mais quand il y a un souci, honnêtement, j'en entends pas beaucoup. Le traitement d'un vrai incident, tu veux dire que c'est... un vrai incident, d'un incident en tout cas. Oui. Souvent, c'est les femmes qui vont prendre la charge, ou alors il va y avoir une espèce de malaise. Ou alors, le plus que j'ai vu, c'est juste que les gars vont pas rire en plus. Ils vont peut-être faire un petit mou, genre voilà. Mais de là à dire non, ça c'est pas ok, c'est sexiste, moi j'ai jamais vu. Après, je sais pas. Merci, peut-être toi, peut-être on a vu. Moi j'ai vu. Tant mieux, merci. Ouais, carrément. Mais en fait, je pense que j'étais en train de me poser la question en même temps. Mais je pense qu'il y a aussi, suivant les secteurs ou les postes occupés dans la tech, on n'a pas du tout les mêmes degrés de sensibilité aux enjeux sociaux. Je pense que dans le cloud, on en est quand même un peu loin de ces prises de position d'alliés. Elles sont pas aussi ouvertes que chez je sais pas, j'essaie de réfléchir à d'autres sous-secteurs de la tech, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une bascule claire et nette sur la mise en avant des femmes dans le numérique en France, notamment notamment dans tous les espaces de conférences, de conventions et autres. Je pense que ça a beaucoup chamboulé aussi la prise de conscience de tous ces types de comportements qui sont pas du tout bénéfiques, comme le disait Florence, en fait, pour le global. C'est-à-dire en faisant évoluer progressivement vers le bien la condition des femmes et des minorités, on améliore la condition de tout le monde. Et ça joue énormément. J'ai pu voir et constater et discuter parce que voilà, je fais partie de certains, comme tu disais, des espaces de discussion en ligne virtuelle où quand même aujourd'hui on a vraiment des personnes hommes ou identifiés hommes qui vont pas hésiter à prendre position et à défendre leurs collègues femmes lorsqu'il y a un conflit. Et ça peut aller assez loin. Je veux dire, j'ai déjà vu des situations comme ça prud'homales où justement des hommes ont fait front ensemble pour soutenir leurs collègues femmes qui a vécu des situations sexistes, dangereuses,
et qui sont tout à fait sérieuses, puisqu'on parle quand même de situations prud'homales. Donc voilà, non, j'ai pu avoir la chance quand même de constater qu'il y avait une vraie prise de conscience là-dessus. Ça ne veut pas dire que les comportements sexistes, ils ne subsistent pas. Tout ce qui est blague, ça, je pense qu'aujourd'hui, sensiblement dans notre société, on a quand même une grande remise en question de l'humour, avec qui on peut rire et de quoi on peut rire. Donc déjà, il y a quand même, je pense, une espèce de temporisation là-dessus. Là où je tiens à appuyer quand même quelque chose, et je pense qu'on a énormément d'améliorations à apporter, c'est sur tout ce qui va être effet Mathilda, en fait. Hein, le déni du travail des femmes, la minimisation qui est quand même récurrente des travaux des femmes, ou alors des femmes qui vont s'exprimer, je sais pas, je donne un chiffre au hasard, mais 10 fois sur la même idée en itération à différents points dans leurs équipes. Et puis il suffit qu'il y ait un homme au dernier moment qui dise exactement la même chose que la femme a répété pendant 10 fois, pour que, ça y est, le manager ait une espèce d'illumination, d'épiphanie, qui dise « Ah mais oui, mais évidemment que ça, c'est une idée extraordinaire. » Et ça, c'est l'un des leviers qui fait que les femmes se découragent et finissent par s'en aller, par le manque de reconnaissance et l'appropriation complète de leurs travaux et de leur participation active à la vie de l'équipe. Parce qu'il y a ce sujet sensible qui en découle forcément, qui est comment peut-on rendre légitime, palpable, entendable, visible une dose de travail et d'idéation qui nous a été complètement spoliée lors de l'entretien annuel. Et ça joue sur tout. Ça joue sur la négociation salariale, ça joue sur les augmentations, ça joue sur la prise en compte de la participation des femmes. Et après, un beau jour, on se demande pourquoi la femme est partie de l'équipe, alors qu'en fait, on avait tous les signes avant, quoi. Ça me fait penser du coup aussi à tout ce qui est rendre service dans l'entreprise, tout ce qui est travail gratuit. Oui, rendre service, d'accord. Oui. Ça va être les pots de départ, ça va être prendre soin des autres. Oui, le pot de départ, c'est les femmes qui rangent la salle, qui l'installent, qui rangent. Qui réfléchissent, qui vont donner une bonne ambiance, qui vont gérer la charge relationnelle en fait, de l'équipe, qui est super importante. L'homme, il a juste à travailler sur ces tâches qui lui sont conférées, et du coup, il investit dans sa carrière. Fine, mais ça me dérange pas en soi, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir du relationnel. Ce qui est problématique, déjà, c'est est-ce que c'est un choix de tout le monde, et aussi est-ce que c'est valorisé de la même façon. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et du coup, ça fait que, oui, ça c'est un des facteurs qui font que les femmes quittent la tech, parce que il y a trop d'inégalités et de sexisme. À vous entendre, est-ce que dans toutes les structures qui recrutent, toutes les structures d'ailleurs où il y a des êtres humains, il faut que des formations soient organisées autour de ça, et quasiment obligatoires, c'est-à-dire comme dans les formations annuelles qui sont des formations, on va dire, de techniques. On doit faire une formation pour que par exemple l'effet Mathilda, les gens en entendent parler, sachent ce que c'est, parce que finalement je pense que beaucoup de gens qui écoutent l'émission aujourd'hui n'ont sans doute jamais entendu parler de cet effet-là. Est-ce que ça devrait être une obligation, et sous quelle forme ça peut prendre, ce genre de formation? Je crois que c'est un peu ce que tu fais toi, Marcy, si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Moi, on m'appelle en fait dans les équipes et à la suite de discussions internes, notamment sur des problématiques de marque employeur et de communication interne, sur comment rajouter des blocs dans les démarches qui sont réalisées, soit par les pôles recrutement, RH, communication et marketing, pour consolider toutes ces démarches qui visent notamment à plus d'inclusion. Donc moi, on m'appelle souvent pour soit refaire uniquement mes conférences, ou alors faire mes conférences et des ateliers, soit faire mes conférences, des ateliers et des débats. Et ce que je garantis, c'est de livrer une infographie qui résume à peu près tout ce qui a été dit et les problématiques de chacun des clients qui ont fait appel à moi, et un livrable complet d'à peu près une 20aine de pages dans lequel je vais bien resituer quel est le contexte, pourquoi on fait cette démarche-là, quels sont les chiffres à suivre et quelles sont les démarches qui vont amener à beaucoup plus de compréhension de l'intérêt de toutes ces problématiques qu'on ose adresser beaucoup plus facilement aujourd'hui. Parce que, comme tu disais, l'effet Mathilda, on ne sait pas ce que c'est jusqu'à temps qu'on comprenne et qu'on voit la démonstration complète de ce que ça engendre. Et quand moi j'arrive en entreprise et que d'un seul coup, la parole est libérée, ça fait un avant-après qui est assez tout drôle pour certaines personnes. Parce qu'en fait, ces gens-là ne le font pas forcément, et ça c'est un point sur lequel je veux insister, c'est que les gens ne le font pas nécessairement
pour faire du mal. C'est parce que culturellement, il est complètement admis qu'on puisse avoir ce type de comportement-là. Et quand Florence, tu disais appliquer la loi, c'est aussi refaire le focus là-dessus. Moi, j'aime à redire que tout ce qui est discrimination correspond quand même à des textes de loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à faire tout et n'importe quoi sur la dignité des gens et leur capacité à avoir une carrière tout à fait convenable du coup en entreprise. Mais je vous en parlais aussi tout à l'heure, il y a aussi le pacte parité pour l'égalité femmes-hommes qui existe dans la tech et qui a été signé par un grand nombre de licornes il y a quelques années maintenant. L'objectif quand même de celui-ci, c'est de former les managers aux enjeux de la diversité. Il y a la lutte contre le harcèlement, les discriminations. D'ici la fin de l'année, il me semble, de la signature du coup de ce pacte-là. Et l'objectif, c'était quand même aussi celui-ci, c'était d'atteindre un seuil minimum de 20% de femmes en 2025 dans les équipes, puis 40% en 2028. Je pense qu'on a quand même une très grande marge encore pour faire évoluer ces chiffres. Voilà. Écoute, merci. Mais oui, il y a Élise qui me fait signe qu'on arrive à la fin, parce qu'en plus on a un sujet enregistré juste après, donc on peut pas dépasser. Ce que je vais vous proposer, ça va être le mot de la fin, chacune. 2 minutes max pour soit faire un résumé de ce que vous avez envie, soit mettre l'accent sur un autre point. On va commencer par Florence Chabanois. Alors 2 minutes, ça marche. Je pense qu'un bon point de départ, c'est de mesurer où on en est aujourd'hui pour être sûr d'avancer. Ça, c'est quelque chose, c'est la base. C'est ça qui permet de mesurer les progrès et d'être sûr de se donner les moyens pour ça et de changer un peu nos habitudes qu'on va tout le temps reproduire. Par rapport à la culture, attention aussi aux mots. On va souvent dire les gars, on va parler au masculin. On peut parler en double nom, on dit les gars et les femmes, ou les gens ou les membres. Et aussi être conscient du temps de parole dans les réunions, parce qu'aujourd'hui c'est 70% du temps qui est occupé par les hommes. Donc c'est beaucoup je dirais qu'il faut déjà observer aujourd'hui où on en est, de façon qualitative ou quantitative, mais vraiment ne pas se précipiter sur des actions et de voir comment les femmes réagissent par rapport aux hommes, comment les hommes réagissent par rapport aux femmes, avant de vraiment pouvoir commencer à adresser le sujet de la culture. Je suis bon là ? Très bien, ouais, t'as même fait moins de 2 minutes. Marcy ? Ouais, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est vraiment faire attention en fait à toutes les dérives de ce qu'on appelle le boys club. Donc tu parlais de ça tout à l'heure, Florence, tout ce qui est culture bro. Ça va assez vite aujourd'hui parce que nous on défend tous ces sujets-là, on a fait évoluer pas mal de points en discutant, en mettant en place certaines choses à travers différents collectifs, mais il faut pas perdre de vue que le boys club que nos générations ont vu par le passé ou vivent actuellement est en train de vivre des chamboulements de nouvelles générations entrantes. Et ça sera un point de vigilance que j'aimerais apporter. C'est que mine de rien, toutes les prévisions qu'on a sur les générations à venir quant au sexisme qui est véhiculé, il me semble que, je n'ai plus le chiffre en tête malheureusement, mais il me semble que du coup la génération Z et Alpha à venir est encore plus sexiste que la génération que la nôtre et du coup les précédentes. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire vraiment très 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 attention. Et puis faire preuve aussi on parlait de sororité et on parlait de fraternité, mais je pense que là les hommes du coup de nos générations et des générations précédentes qui ont corrigé leurs actions, ont pu davantage participer à tous les enjeux liés notamment à la féminisation de la tech, vont devoir prendre très au sérieux leur rôle de mentor vis-à-vis des hommes qui vont rentrer. Parce que si on travaille pas tous ensemble et qu'on collabore pas et que les hommes ne se mettent pas non plus en exemple, en fait on va faire reposer toute cette nouvelle charge d'une nouvelle génération sur du coup la nôtre, la génération de femmes qu'on occupe, les précédentes et puis celle qui est en train d'arriver. Donc j'ai envie de dire et de faire un petit appel aux hommes de la tech de vraiment être très conscients de ça pour qu'on se retrouve pas encore dans des situations complexes à rebâtir, redéconstruire en tant que femme et que cette charge-là ne repose pas encore une fois que sur les femmes. Donc vraiment soyez investis
en tant qu'homme, justement, porter ces sujets-là et sensibiliser les jeunes hommes au fait qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi, surtout avec les dérives que l'usage d'Internet, le scrolling, les likes, enfin voilà, il y a pas mal de dérives qu'on n'avait pas avant, parce que nous, on a quand même grandi avec une génération plutôt avec un seul ordinateur par foyer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'accès à Internet est complètement différent, donc il faudra vraiment faire attention à ça et s'investir du fait que la jeune génération est aussi à surveiller de près et surtout à éduquer. Écoute, merci. Donc merci à toutes les deux. Donc nos invités, c'était Florence Chabanois et Marcie-Erika Charolois pour ce beau sujet. Et donc on mettra quelques références, notamment sur ce dont vous avez parlé, sur les méthodes, etc., dans l'émission du jour. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Fred. Alors Élise, on va enchaîner directement par le sujet d'après, je pense. Et bonjour papa, comment tu vas? Et bonjour Laurette, moi ça va, et toi? Écoute, on doit faire une chronique de 8 minutes environ, n'espère même pas remplir une demi-page avec des platitudes ordinaires. Rentrons dans le vif du sujet. On me souffle dans la cyber-oreillette que la cybersécurité c'est pas pour les associations. Qu'as-tu à dire pour ta cyberdéfense? Moi ça va, et toi? Bon, de toute façon, déjà, avec 2 résultats financiers déficitaires successifs à l'April, on ne peut plus y couper. On doit d'abord passer un spot de réclame. Après seulement, on essaiera de répondre à cette question. Ah, je le savais. L'April, c'est plus que c'était, hein. Elle renie son passé, c'est aux sirènes de la publicité. Ah, c'est pas joli. Je vais faire ma star, hein, mais je pense que je vais m'autoriser à m'interroger sur la poursuite de mon contrat moral. Attention, n'oublie pas que tu risques dans cette histoire de perdre ton cachet de bénévole, mais surtout cet enregistrement mensuel obligatoire avec ton père dans une ambiance détendue, conviviale, pleine de bonne humeur et où tu passes indiscutablement à chaque fois un bon moment. Ah, oui c'est vrai ça. J'avais presque oublié l'ambiance de folie. Youpi. Et va pour le cachet. Allez, fais péter la pub. Ta sagesse n'a d'égal que ta cupidité. Je suis à moitié fier de toi, plutôt sur la partie cupidité. Hé. Pâté, mousse, terrine, foie, canard, jambon, gibier. Georges Legroin, c'est une gamme de produits en évolution. Une charcuterie pour tous les goûts et de toutes les couleurs. À l'image de la société d'aujourd'hui, Georges Legroin, le pâté de demain. Tiens papa, allez reprends une tartine de pâté et éclaire cette idée que la cybersécurité, ce ne serait pas pour les associations. Bon, d'abord, revenons à ce qui motive la cybersécurité. Ce qui est à la source de tout, la data. Ou pour les non-anglophones, la donnée. La cybersécurité est née de la nécessité de la protéger. Laisse-moi choisir mes mots pour bien définir la cybersécurité. Je dirais que c'est le rôle... de l'ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels et immatériels. Bah, comment t'as deviné que j'allais dire ça? Je suis une génie. Non, j'ai aussi tapé définition cybersécurité dans mon moteur de recherche favori et le tour était joué. Merci Wikipédia. Mais avant de rentrer plus avant dans le concept, voici une nouvelle page de publicité. Mon secret beauté? Une tartine de pâté tous les matins. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Comme Jamel, avec Le Groin, faites le plein de super. Pâté Le Groin, l'instant coquin. Le Groin, un goût de terroir qui colle à la peau, existe désormais en spray. Pour chaque boîte de pâté achetée, 1 centime est reversé à la recherche contre le logiciel privateur. Ah bah respect là. Tu t'habitues super vite et super bien à la pub. T'as vite compris le principe. Mais une pub toutes les 5 répliques, ça fait pas un peu beaucoup là? Oh, je crois pas, non. Contribuer à renflouer les caisses de l'April se justifie par tous les excès, papa. D'ailleurs, on vous encourage à doubler votre cotisation et on peut faire une pause pendant le podcast pour vous laisser le temps de le faire. Allez, c'est bon? Allez, merci à vous, c'est essentiel que l'April puisse continuer ses missions. Excuse-moi, mais comme toujours, pendant les réclames, j'étais aux toilettes. Comme je ne suis pas le seul à faire ça, si ça se trouve, j'y ai pensé, mais avec l'open data sur le débit des fluides dans les égouts, on peut retrouver les horaires des pages de publicité au milieu des films. Mais sinon, tu disais ?
que même si les médias mettent d'abord en avant des accidents spectaculaires aux conséquences dramatiques comme le blocage du système d'information d'un hôpital par rançongiciel, la cybersécurité s'applique plus largement et doit s'adapter aux différents contextes. Complètement carrément. Ces pirates qui infiltrent, volent ou bloquent des systèmes à l'échelle de ces hôpitaux ou même d'États, c'est une réalité aux enjeux lourds d'influence. D'où l'importance pour les gestionnaires des risques cyber d'être capables d'identifier des sources de risques et les motivations qui peuvent être très différentes. Finalement, il y a plusieurs manières de porter atteinte à la donnée. On peut rendre cette dernière indisponible, toucher à son intégrité, autrement dit la pervertir, ou la rendre accessible à des regards non autorisés. Il est souvent évoqué aussi un critère de traçabilité ou de preuve. Yep, c'est important de bien identifier ces critères parce qu'ils permettent de mieux cibler les mesures à mettre en œuvre pour limiter les soucis. Laisse-moi essayer de trouver des exemples concrets. Pour la disponibilité, prenons le petit site internet auto-hébergé de l'association. Je veux que, s'il y a une coupure par exemple, elle ne dure pas plus de 2 jours. Avec un système de sauvegarde qui fonctionne, je vérifie que je suis capable de remettre en ligne techniquement le site dans ce délai. Par ailleurs, la probabilité de coupure électrique chez moi est plus élevée que dans un data center. Je vais donc me poser la question de l'acquisition d'un onduleur pour limiter les effets indésirables d'une coupure brusque sur un serveur. C'est ça, c'est toi qui détermines les mesures à mettre en œuvre en fonction des objectifs de disponibilité que tu te donnes. Allez, je continue. Finalement, dans un cœur vaillant, c'est palpitant la cybersécurité. Bref, l'intégrité, ça va être entre autres ce qui touche à l'empreinte, à la signature. C'est une chose que les libristes connaissent bien. Lorsqu'ils ou elles souhaitent installer une distribution GNU Linux après avoir téléchargé l'image de la distribution, comme Debian, Ubuntu, Mint par exemple, il est recommandé de vérifier l'empreinte. Tu as déjà vu ces trucs comme SHA1 ou MD5. Ce sont des exemples de fonctions de hachage qui permettent généralement de vérifier l'intégrité du fichier téléchargé. Bon, bien sûr, il y a des subtilités, on pourrait aussi se poser la question de la signature, mais on invitera peut-être Stéphane Bortsmeyer la prochaine fois pour qu'il nous explique tout ça. Oh là 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 là, mais on en apprend des trucs dans cette chronique. Je vais de ce pas m'abonner au podcast. Mais en attendant, parlons de la confidentialité. Ton critère préféré, ce me semble. Oui, c'est mon préféré car j'aime à pointer le fait que parfois, le monde de la cybersécurité n'aime pas trop réfléchir au paradoxe d'utiliser des logiciels fermés. Il faut des moyens extrêmement importants pour s'assurer que la confidentialité est bien respectée quand on n'a pas accès au code. Il faut contourner le truc, surveiller le trafic de manière particulière, etc. La criticité des données va nécessiter d'une manière générale de mettre en place des moyens lourds et souvent coûteux. Le chiffrement est aussi un outil important pour préserver la confidentialité des données, je me trompe ? Vital en effet, à tel point que, dans l'hypothèse de l'avènement des ordinateurs quantiques, dans un terme plus ou moins long, bon, on connaît les annonces d'Elon Musk quant à la voiture autonome déjà sur toutes les routes de France depuis 2017, des équipes de chercheurs et de chercheuses travaillent sur des algorithmes de chiffrement post-quantique. Post-quantique, c'est quand j'envoie une lettre à mamie et qu'elle la reçoit pas ? C'est une lettre qui n'existe pas mais qui n'existe. Il faudrait pouvoir suivre cette lettre, une forme de traçabilité en fait. Yep, en cybersécurité, c'est le 4e critère que l'on appelle aussi la preuve ou la non-répudiation. Les logs ou journaux sont des outils qui contribuent à remonter toutes les actions qui se sont produites autour de la donnée. C'est souvent là, dans cette grande quantité d'informations qui s'accumulent, qu'on pourra trouver des éléments pour comprendre à quel point, comment et qui a fait subir un outrage à la donnée. Et le logiciel libre dans tout ça, parce que bon quand même c'est une chronique dans une émission de l'April, hein. T'as tendance à souvent l'oublier, je trouve. Alors, c'est toujours cette question du code ouvert, accessible et modifiable. Certaines personnes te diront que c'est essentiel d'avoir un code fermé pour mieux protéger les données. C'est d'abord, à mon sens, pour mieux protéger leur business. L'exemple récent d'ingénierie sociale autour de la brique libre XZUtils montre que la communauté sait réagir dans des situations d'infiltration. Mais le logiciel libre va au-delà de toute façon de l'ouverture du code. Il propose un numérique coopératif non compétitif. Bref, beaucoup moins corrosif pour les utilisateurs et utilisatrices que ce qui nous est imposé par les géants de la tech. Bon, pour terminer, on peut peut-être recommander aux associations qui ne savent pas comment aborder la cybersécurité dans leur quotidien de passer en revue les 42 mesures que l'ANSSI cite à la fin du document Guide d'hygiène informatique. Ouais, c'est un bon début pour passer en revue l'état de leur système d'information et prioriser des actions en conséquence. Ah, alors attends, notre expert en publicité sur le chat nous fait remarquer que l'on peut encore ajouter un spot de pub la prochaine fois, mais qu'il faudrait mieux les répartir tout au long de la chronique. C'est noté, on écoutera l'expert. Sauf bien sûr si on a des avis contraires sur le chat. En attendant, cybersécurisez bien et je te chiffre cette bise mon papapotame, comme ça personne ne saura que je te l'ai faite. Bise chiffrée ma puce.
Nous sommes de retour en direct. Vous venez d'écouter en fait la chronique de Laurent et Laurette Costi, donc à cœur vaillant, la voix est libre. La chronique, c'est comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être, en particulier et celui de la société en général. Donc le thème du jour, c'était l'ANSSI, les pâtés Le Groin. Donc on a entendu un peu de pub, et l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors notre émission se termine, nous allons finir par quelques annonces. Alors, dans les annonces d'événements, je précise tout de suite que tous les détails, vous les retrouvez sur la page consacrée à l'émission du jour sur le site libravou.org/211, car c'est la 211e émission. Alors, en ce moment, à Châtillon, donc les mardis 11 et mercredi 12 juin 2024, se tient OW2Con, pour conférence, ou je sais pas comment on dit d'ailleurs, franchement. C'est 2 journées de présentation variées allant des sujets tech aux enjeux business et éthique du logiciel libre. Alors, c'est tout en anglais et c'est donc à Châtillon les mardis 11, donc en ce moment, et mercredi 12 juin 2024. Jeudi soir, c'est la reprise des soirées de contribution au logiciel libre à la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès humain de 19h30 à 22h30 à Paris, dans le 11e. Donc c'est une soirée qui vous permet de contribuer au logiciel libre, mais pas forcément avec du code. Vous pouvez contribuer par des traductions, par d'autres activités, la réalisation de documentation, donc n'hésitez pas à y aller. Notre présidente Magali Garnero, beaucoup plus connue sous le nom de Bookinette, fait un tour des GUL. Alors les GUL, c'est les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Et le dimanche 16 juin 2024, elle va fêter les 20 ans d'un groupe d'utilisatrices et d'utilisateurs de Haute-Savoie, donc à Annecy, dimanche 16 juin. Donc je crois toute une journée de fête autour des 20 ans de cette association, et Bookinette sera présente. Libre à vous, la saison 7 de Libre à vous se termine bientôt, donc je crois que la dernière émission de mémoire c'est le 9 juillet, et nous organisons une réunion de bilan de cette saison et de préparation de la saison 8 à venir, car oui, nous serons de retour en septembre. La réunion aura lieu en visioconférence le 21 juin 2024 de 10h30 à 12h30 maximum. Cause Commune, la radio sur laquelle nous avons le plaisir de diffuser Libre à vous, propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux, donc au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. C'est une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif, occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions et éventuellement d'intervenir derrière le micro, parce qu'en fait, à chaque premier vendredi, on fait une émission avec une thématique spéciale autour des coulisses de Libre à vous, et donc vous pouvez aussi intervenir si vous avez envie d'expliquer pourquoi vous écoutez la radio, etc. ou sur tout autre sujet. La prochaine rencontre aura lieu le 5 juillet 2024. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Florence Chabanois, Marcy Erika Charolois, Laurent Costi, Laurette Costi. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Élise. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur le site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Si vous écoutez ce message, c'est parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette émission et pour cela, merci à vous. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 18 juin 2024 à 15h30. Nous vous confions au Café Libre pour échanger et débattre autour de l'actualité du logiciel libre. Florence Chabanois sera de retour, Isabelle Carrère également. Il y aura également Bookinette, donc la présidente de l'April, et l'émission sera animée par ma collègue Isabella Vanni. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 18 juin. D'ici là, portez-vous bien. Si vous êtes encore à l'écoute, je voulais partager avec vous un extrait d'un poème de Walt Whitman qui s'appelle « Un chant de joie » et qui se conclut ainsi. Faire désormais de la vie un poème de joie nouvelle. Danser, battre des mains, exulter, crier, gambader, tourner et tourner encore et flotter toujours. Être là où le marin du monde en partance par tous les ports. Être le navire lui-même, voyez donc ces voiles que j'offre au soleil et à l'air. Un navire rapide, à la toile gonflée par le vent, plein de riches paroles, plein de joie. Je pensais que ça pourrait vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit message à l'adresse bonjour@libreavou.org.